Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande conférence des Journées européennes du patrimoine à l'Institut national d'histoire de l'art. Je veux redire assez rapidement quelques-uns de nos objectifs à travers cette participation aux Journées européennes du patrimoine qui est désormais une participation habituelle et régulière. Il s'agit bien, comme l'entend le projet en lui-même, à l'échelle européenne désormais, de rendre accessibles nos lieux de patrimoine et leur histoire. Dans le cas de l'Institut national d'histoire de l'art, sur ces deux sites, le site de la bibliothèque rue Richelieu, le site de la galerie Colbert dans la rue Vivienne, il y a en quelque sorte une double raison de participer, qui est que à la fois nous sommes sur des sites qui sont des sites patrimoniaux avec une histoire complexe, dans un cas comme dans l'autre, une histoire mieux connue pour ce qui concerne la salle Labrouste et le magasin central, une histoire moins connue pour ce qui concerne la galerie Colbert, mais aussi que ce sont des lieux où travaillent ceux qui font cette histoire, une grande partie de ceux qui font cette histoire, dans une vision qui est une vision large. Le titre de cet institut, Institut national d'histoire de l'art, peut parfois laisser penser que nous développerions l'idée d'une discipline fermée sur elle-même, qu'il s'agirait de défendre contre des attaques extérieures, etc. Or, il n'en est véritablement rien, et je pense que la conférence de ce soir en sera une illustration. On peut pratiquer l'histoire de l'art en s'inscrivant explicitement dans son champ disciplinaire. On peut pratiquer l'histoire de l'art en étant en dehors de ce champ disciplinaire de plein de manières qu'il soit. On peut penser qu'on est en train de s'occuper d'art quand on s'occupe d'objets qui ne sont pas forcément identifiés comme tels au départ. Et c'est ce que font tous ceux qui travaillent ici, qui sont des universitaires, des chercheurs, des conservateurs, à l'intérieur de l'Institut de recherche qu'est l'Institut national d'histoire de l'art, ou dans ces murs qui sont gérés par l'Institut national d'histoire de l'art. Et il y a tout un ensemble d'institutions partenaires, les universités et leurs départements d'histoire de l'art, les universités et certains de leurs départements d'études cinématographiques ou de musicologie ou d'art du spectacle, les laboratoires de recherche qui ont à voir de très près avec l'histoire de l'art, comme le Centre André Chastel ou ICSA, ou les laboratoires qui ont à voir de façon connexe avec l'histoire de l'art, en s'occupant plus d'archéologie et d'ethnologie. Je pense par exemple à Anima. Ici travaillent des gens, enfin tous ces gens travaillent à la fois de façon individuelle et avec des manières de mettre en commun leurs recherches sur des programmes extrêmement variés, sur des sujets extrêmement variés. Alors pour ce qui concerne en propre l'INHA, ce sont des programmes qui vont de l'étude des vases grecs au marché de l'art sous l'occupation, des colorants textiles, au rapport entre chorégraphie et la question de la notation chorégraphique sur une période large du XVIe au XXe siècle. Ce sont des sujets qui concernent prioritairement les chercheurs. L'idée est vraiment de faire en sorte que puisse se dérouler dans ces lieux de la recherche de pointe, qui est financée par l'État, par les deux ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais qu'il y ait aussi une accessibilité de ce qui est fait en pointe à l'ensemble du public. Ce pourquoi, notamment, les séminaires qui sont organisés par l'INHA sont ouverts au public, à un public large tout au long de l'année. Il y a des agendas qui sont distribués et qui permettent, ou qui sont accessibles en ligne, qui permettent de savoir effectivement ce qui s'y passe de façon importante. C'est pour nous un enjeu très essentiel, je dirais, des deux côtés, que de penser qu'il n'y a pas d'opposition entre la recherche de pointe et l'accès du grand public à l'histoire de l'art. Assez souvent, l'histoire de l'art a tendance à être vue comme une discipline élitiste, moins pour des raisons intellectuelles que élitiste de façon sociale, ce qui est sans doute la pire des situations qui peut arriver. Il y a, en réalité, ça ne correspond pas à la réalité de l'histoire de l'art telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est beaucoup plus diverse de ce point de vue-là. Mais la question, c'est comment fait-on pour pas seulement sortir de ce ghetto, parce qu'il ne s'agit pas,
après tout, les ghettos, ça peut être aussi des tours d'ivoire favorables à la concentration et à la recherche, mais pour faire en sorte que l'ensemble du public puisse s'emparer de ce qui est produit par les historiens de l'art. Pendant longtemps, l'histoire de l'art, ça a été essentiellement, en tout cas en France, ça a été essentiellement établir des corpus, faire des catalogues raisonnés, faire des attributions sans se poser d'autres questions que de penser que l'important c'était de donner un nom et une date précise à un objet. Cela fait très longtemps que ça n'est plus cela, que en particulier les approches nourries d'anthropologie, d'autres disciplines, le dialogue avec la réflexion méthodologique des historiens, des spécialistes de la littérature, des philosophes, nourrit profondément l'histoire de l'art et que, du coup, mettre en valeur la façon dont l'histoire de l'art se nourrit de questions qui sont celles de l'ensemble de la société, qu'à un certain moment, l'histoire de l'art anticipe sur des questions qui sont celles de la société, est une chose qui est absolument à mettre en valeur. Et une des tâches de l'INHA, c'est de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'habitude, de ce point de vue-là, à la fois des chercheurs de rencontrer le grand public et du grand public de rencontrer les recherches sous une forme qui ne soit pas une forme abâtardie. Personnellement, je suis absolument contre l'idée du côté du grand public qui serait celle de la vulgarisation. Il ne s'agit pas de vulgariser quelque chose, il s'agit de le diffuser et de rendre, sinon complètement accessible, au moins désirable, un certain savoir. Et je suis de la même façon totalement opposé à l'idée qui est véhiculée à l'université que quand on s'adresse à un public, on ferait de la valorisation. Il ne s'agit pas non plus de valoriser, de donner de la valeur à une recherche qui a une valeur en elle-même. Je crois qu'il s'agit exactement de la même question, c'est celle de la diffusion. Si l'on pense, quand on est chercheur en histoire de l'art, que ce qu'on fait a une valeur, alors il me semble absolument naturel de vouloir le partager et que d'autres puissent avoir accès à cette richesse et à cette valeur. Nous nous efforçons donc de nous inscrire à l'occasion des Journées européennes du patrimoine dans le thème qui nous est proposé. Donc cette année, le thème proposé par le ministère de la Culture était art et divertissement. Nous avons choisi de nous concentrer ici à l'INHA sur la question des fêtes nocturnes, à la fois pour une exposition réalisée à partir de nos collections, aussi bien avec des estampes, des livres de fête, des estampes à vocation commerciale ou des estampes à vocation artistique, des photographies, des stéréogrammes, des ouvrages à diffusion plus ou moins large. Je vous invite évidemment à aller voir cette exposition demain si vous ne l'avez pas encore vue aujourd'hui. Nous avons tout un ensemble de programmations sur lequel je ne reviens pas parce que je ne veux pas quand même trop durer et vous en trouverez les éléments dans cette chose, ce programme, pardon, cette brochure, ce programme. Et donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez déjà fait, évidemment. Ce soir, c'est évidemment un moment tout à fait particulier de ce point de vue-là que cette grande conférence, et je suis particulièrement heureux et honoré que Antoine Debec ait accepté de participer à cette conférence avec Antonella Fenech-Croc. L'un et l'autre sont des historiens, l'un étant historien de beaucoup de choses. Antoine Debec, je vais y revenir tout de suite. L'autre étant historienne d'abord de l'art, mais avec une vision extrêmement élargie de l'art, puisqu'il s'agit de parler des images, des représentations dans l'ensemble de son travail. Aujourd'hui, les bibliographies, les biographies sont disponibles en ligne de façon assez facile, donc je ne vais pas vous faire ni pour l'un ni pour l'autre une bibliographie extensive, ça nous mènerait trop loin. Je pourrais, pour l'un et pour l'autre, y passer pratiquement l'ensemble du temps qui est imparti à cette conférence, tellement ils ont pu publier sur des sujets extrêmement divers. La raison principale pour laquelle Antoine a accepté cette invitation, enfin a été invité puis l'a accepté, donc je rappelle qu'il est professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qu'il est à la fois historien d'objets qui vont de la marche à la caricature, en passant par l'histoire du cinéma, mais qu'il est aussi dans une pratique critique
en particulier à l'égard du cinéma, et qui n'oppose pas, ce qui personnellement me touche très fortement, qui n'oppose pas la pratique de l'historien d'un objet avec un point de vue engagé sur cet objet et une capacité à manifester. Et je pense que c'est cela qui fait la dimension artistique d'un objet, c'est la capacité à manifester et à considérer que cet objet est actif aujourd'hui, donc qui nous conduit à la fois à être affecté, puis à prendre position, et éventuellement à prendre position dans la vie de façon générale. Tout son travail montre qu'il n'y a pas de ce point de vue-là d'objet qui soit d'objet mort à partir du moment où il s'en saisit, mais que ce que je disais précédemment sur cette capacité à passer d'une recherche de pointe à quelque chose qui a un effet direct dans les questions de société est extrêmement fort. Donc ce qui nous a conduit à l'inviter plus précisément, c'est son livre « Les nuits parisiennes, 18e, 21e siècle », qui a été publié en 2015, et peut-être certains d'entre vous, enfin j'espère beaucoup d'entre vous, avaient vu l'exposition qui en avait découlé, qui avait eu lieu à l'Hôtel de Ville de Paris il y a 2 ans à peu près, je ne sais plus exactement, ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est aussi un historien qui travaille sur des périodes longues et sur des évolutions complexes et des évolutions très fortement des représentations, ce qui, je pense, va être un des éléments de sa prise de parole aujourd'hui. Quant à Antonella, elle est chargée de recherche au CNRS. Je ne sais pas du tout si je donne la bonne... Je me trompe toujours avec le CNRS. C'est chargé de recherche, c'est ça. Elle est au centre André Chastel, donc qui est logé dans cette galerie, et qui est une association entre Sorbonne Université et le CNRS, si je ne me trompe pas. Et le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture, pardon. Et ces travaux ont porté essentiellement comme noyau sur la Renaissance, et plus précisément la Renaissance italienne, mais depuis un certain nombre d'années, ou sinon depuis toujours, mais ça depuis toujours je l'ignore, mais moi en tout cas je le vois beaucoup plus nettement depuis un certain nombre d'années, avec un élargissement à la fois du champ chronologique et du type d'objets considérés, qui s'élargit de manière très forte par rapport à ce qu'on appelle traditionnellement les beaux-arts, avec un ensemble d'images, de représentations qui ne sont pas forcément des représentations imagées, qui sont beaucoup plus larges, et en se centrant depuis quelque temps sur la question des représentations des images ludiques, des images de sport et des images ludiques, et sur la question du passage de l'idée latine d'otium à l'idée du temps libre et de la manière dont elle peut se faire aussi, enfin, à travers les images, pas seulement comme représentation, mais comme agent extrêmement actif. Voilà, j'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser, mais ça n'empêchera pas nos 2 invités de prendre tout le temps dont ils ont besoin pour pouvoir discuter. Merci à vous 2, et merci à vous. Et j'espère à demain pour ceux qui n'ont pas encore vu l'ensemble des possibilités offertes au sein de la Galerie Colbert et du site Richelieu en ces journées du patrimoine. Bien, bonjour, merci beaucoup pour cet accueil. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. La forme est un peu particulière. Vous voyez que nous sommes 2 à cette table. Pour prendre une métaphore montagnarde que j'aime bien, je parlerai peut-être d'une cordée, ou alors, pour prendre une métaphore sportive, d'un relais, mais d'un relais où le bâton va passer plusieurs fois de main en main. Donc ce n'est pas tout à fait un dialogue, mais en tout cas il y aura une alternance des prises de parole et puis surtout des images proposées pendant cette heure et demie.
Sur le thème des nuits capitales, je voulais commencer par une note un peu personnelle, tout comme Antonella conclura, je crois, de manière aussi personnelle. Je n'ai jamais fait la fête, ou rarement. Je ne suis presque pas sorti en boîte. Je me souviens juste d'un concert au Palace au tout début des années 80. J'avais été impressionné, presque abasourdi, mais je n'avais pas du tout conscience de traverser un moment historique des nuits parisiennes. Tout cela, pour moi, n'avait d'ailleurs que peu d'intérêt. Quand je sors le soir, pas trop souvent, je vais au cinéma ou au théâtre, et la nuit, je travaille. Je ne mène pas une vie amusante ni divertissante. Je ne suis donc pas un témoin des dernières décennies, des fêtes de la Main Bleue, des balcons du Palace, des cafés d'Oberkampf, des rêves de la Plaine Saint-Denis, du Baron, des soirées de la Concrète. Voilà, je connais ces noms, je peux les citer, mais je n'en suis pas vraiment un témoin vivant. Je ne possède pas de savoir-faire nocturne. Et mon intérêt pour les nuits est né d'une autre expérience. Il s'ancre plutôt dans la fascination que j'éprouve, non pour les nuits elles-mêmes, en tout cas pour le fait de vivre ces nuits, mais pour ceux qui ont su vivre ces nuits et surtout les décrire, les chroniquer, les transcrire dans la langue et dans les images de leur époque. On peut savoir danser comme un dieu, aimer s'amuser la nuit entière et avoir tout oublié le matin venu. Par contre, écrire la fête est un talent. Peindre la fête est un talent. J'ai pris goût à la nuit grâce à ceux qui l'écrivent ou qui la peignent, ou qui la transforment en image, quand les corps qui bougent, les femmes qui brillent, les vers qui passent, les substances qui hypnotisent, les musiques qui vibrent se réinventent en mots et en images. Grâce à ces écrivains et imagiers de la nuit, j'ai connu par procuration ces fêtes que je n'ai pas vécues. Cela dessine une première filiation, et la trame de cette conférence, celle des auteurs et chroniqueurs noctambules, que je vais aller chercher. J'ai centré cette conférence pour les images que je vais utiliser sur le cinéma, à cette occasion. Ces imagiers de la nuit, je vais vous montrer personnellement 3 moments de film, sont nombreux, sont beaucoup plus nombreux que mes 3 cinéastes, inspirés, pluriels, puisqu'ils peignent, dessinent, affichent, photographient, maquettent, montent, graphent, et donc réalisent des films. Ils vont offrir à cette conférence donc ces illustrations, composant un univers fascinant par ses ambiances, peuplé de silhouettes fantomatiques refusant le sommeil. Avec ce matériau, il est devenu possible de raconter l'histoire de la nuit parisienne sur 2 siècles et demi, ce que j'ai donc tenté de faire, brossant, je dirais, le portrait collectif des multiples figures de l'excentricité nocturne qui ont fasciné et qui demeurent fascinantes, ce que j'ai fait donc dans un livre et dans une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris. Je partirai d'un autre moment, d'une autre date qui a été assez décisive pour cet intérêt pour la nuit que j'ai pu avoir. Il se trouve que le 23 janvier 2013, l'ami historien qui est à l'origine de ce travail que j'ai pu mener sur la nuit, tout simplement par une discussion et une sorte de commande, si on veut, d'un livre, donc au Seuil, Patrick Boucheron, m'a adressé par le courrier électronique une photographie qu'il venait de capturer par hasard dans le métro, en sortant d'un déjeuner qui nous avait réunis. C'était un tag, et on y lisait « Ils ont le pouvoir, on a la nuit », signé Hoy. À travers ce slogan politique qui faisait renaître les murs graffités de mai 68, il devenait pour moi évident que ces nuits parisiennes recelaient un objet d'histoire, et un objet d'histoire d'importance, qui ne demandait dans son éloignement même, voire dans son excentricité, qu'à ressurgir à la surface de l'historiographie d'aujourd'hui.
Les nuits parisiennes sont en quelque sorte trop précieuses pour être laissées aux seuls chroniqueurs de la mondanité festive. Sur ce sujet frivole, il serait possible, c'est le pari, d'écrire des choses plus profondes qui révéleraient de véritables temps de civilisation nocturne. La nuit éclaire, possède sa lumière propre. À la manière dont les hommes vivent et organisent leur nuit correspondent des moments d'histoire qui reflètent des régimes politiques, des systèmes sociaux, des imaginaires collectifs, des hiérarchies, des mélanges de classes, des structures économiques, des pratiques et des représentations culturelles. Plus encore, n'était-il pas possible de rendre, je dirais, quelques fiertés à ces méconnus célèbres, à ces méprisés mondains, à ces sous-estimés que sont les noctambules, leur donner une histoire, tout simplement. Rapprocher les azous des incroyables, les jeunes bourgeois dévergondés du Cacas Club des années 80, des dandys romantiques, tout cela revenait à donner donc une histoire, donc une existence de longue durée, une légitimité plus puissante à ce monde qui, d'une certaine manière, c'est peut-être ce qu'on lui reproche, n'a rien fait ou n'a rien produit. Et qui pourtant, dans le cas de Paris, porte, je trouve, très fortement l'identité, si je puis dire, d'une ville, d'une cité comme Paris. Paris possède en effet un bien noctambule de fêtes et de culture, une civilisation nocturne. La ville n'est entière que si on la considère avec ses nuits. Elle a inventé la nuit moderne entre la fin du XVIIIe siècle et la moitié du suivant, puis l'a vécue de manière souvent très intense, voire absolue, tout au long de ces 2 siècles et demi, forgeant un savoir-faire nocturne inégalé dans le monde, y conviant d'ailleurs de nombreux provinciaux et de multiples visiteurs étrangers pour lesquels cette nuit fait partie ô combien de la réputation de la ville lumière. Le nom de ville lumière n'est évidemment pas non plus étranger à la nuit. N'hésitons pas à écrire comme Théophile Gautier en 1871, je le cite, « Si Paris s'éteignait, les milliers d'étoiles du firmament ne remplaceraient pas cette lumière unique qui seule peut faire le jour au milieu de la nuit. Il y aurait de l'ombre dans les meilleurs esprits. » Contrairement à ce que pourraient penser les tristes cires, il est évident que les nuits parisiennes recèlent un bien festif précieux, d'un immense pouvoir divertissant, certes, mais qui s'avère également un objet d'histoire d'importance. Pour finir cette petite introduction et pour souligner l'importance de cet objet d'histoire, je voulais citer Louis Chevalier, qui est l'ultime filiation convoquée ici. Louis Chevalier, dans un livre étrange, mélancolique, prophétique, qui s'appelle « Histoire de la nuit parisienne », qui ressent très bien ce que la vie nocturne peut offrir à l'historien. Je le cite, « Paris tout entier était dans ses nuits, le Paris du jour lui-même qui s'y retrouvait, ou plutôt s'y découvrait dans sa réalité. Les gens s'y montraient sous leur véritable visage, débarrassés des précautions, des faux-semblants, des déguisements du jour. Et surtout, la nuit apportait la révélation de ce qui faisait se mouvoir et s'agiter le jour. Il apparaissait alors que pour la quasi-totalité des gens, c'était en vue de la nuit que s'affairait le jour. La nuit était la récompense, davantage encore la raison d'être du jour. Au plus profond des motifs de l'attirance pour Paris résidait l'éblouissement de la nuit. À mesure que le jour se retirait des Parisiens, on aurait dit que la nuit leur montait à la tête. C'est là une ambition, je dirais presque d'histoire totale, car la nuit à la nuit transmet sa connaissance. Depuis cette place revendiquée, ni témoin, ni fasciné, ni horrifié, ni complaisant, mais nourri de textes, d'images, et alignant peu à peu, puis précisément, cet objet dans la ligne de mire de l'historien, il est devenu possible, je pense nécessaire même, de raconter en images les nuits parisiennes, et les nuits capitales. Je laisse la parole à
Antonella. Merci tout d'abord. Merci pour l'introduction. Et aussi, je souligne ce plaisir et cet échange entre historiens qui s'occupent justement de représentation sous toutes ses formes. J'en suis ravie. Alors, sans doute, une histoire festive de la nuit festive commence-t-elle dès le XVIe siècle. Donc, je recule dans le temps, lorsque Paris n'était pas la capitale de la nuit. Commence-t-elle dès le XVIe siècle avec l'essor des fêtes princières et royales, fêtes de bals nocturnes, fêtes d'artifice et d'autres illuminations spectaculaires. La victoire du jour sur la nuit devient alors l'une des métaphores politiques absolutistes des États d'Ancien Régime, et ça très tôt, jusqu'à aboutir, on va dire, à l'acmé de Louis XIV. Or, la nuit est également un concept et une expérience intime et collective sous laquelle les historiens se penchent, et on dirait avec les historiens anglo-saxons, notamment dans ce qu'on appelle les night studies. Pour nous, donc Antoine et moi-même, ce soir, la question n'est pas tant de tracer une chronologie de la nuit festive et de ses loisirs, ça serait impossible, long et rébarbatif. Nous avons préféré questionner les perceptions, à travers quelques points, les perceptions et les usages de ce temps qui est un temps individuel et social. De jouer un jeu de miroir, ou plutôt d'un face-à-face entre la nuit de la modernité, première modernité pré-industrielle, donc le XVIe et le XVIIe siècle en ce qui me concerne, et celle de notre modernité récente. Ce que nous avons voulu raconter, donc, et que nous tentons de raconter, est d'abord une histoire, pour le dire avec Alain Cabantou, d'un apprivoisement du nocturne, et ensuite, comme l'a écrit justement Antoine de Bec, d'une privatisation de la nuit de la part des individus et des sociétés. Donc, si nous laissons de côté les nuits institutionnelles, officielles, politiques et spectaculaires des princes, c'est pour mieux rendre compte d'un monde de la nuit peuplé de bourgeois et marginaux, artisans et étudiants, artistes, taverniers et prostituées. Or, cette facette de la nuit n'est pas moins politique, comme Antoine Bec vient de le dire, que celle des princes et des rois. Je remonte à très loin. La mythologie de l'Antiquité, très brièvement, la mythologie de l'Antiquité et l'imaginaire de l'Antiquité a créé une image funeste de la nuit. Je ne cite qu'Hésiode, pour lequel la nuit est fille du chaos et ses enfants sont des plus sinistres, la mort, le sommeil, les songes, ainsi que le sarcasme, étrangement, et la détresse. Donc, longtemps, on s'est tenu à cet imaginaire qui a été alimenté par les injonctions à la fois religieuses et politiques. Toutefois, la polarité nuit-jour ne peut pas se résoudre dans une opposition entre lumière positive et obscurité négative. Obscurité que l'on ne saurait pas voir tant elle dissimule peur collective, réelle ou fantasmée bien évidemment, tout comme angoisse et effroi intime. Défiant ces obsessions, sabbat des sorcières, diablerie, agression, viol, mort, vol, la nuit des sociétés prémodernes commence à s'apaiser et même, pour tout dire, déborde de vie et de lumière, en dépit des couvre-feux de rondes miliciennes de l'Europe septentrionale ou encore des ufficiali della notte, les officiers de la nuit, des États de la Renaissance italienne, sorte de brigade des mœurs qui tournaient que la nuit. Si en 1784, Louis-Sébastien Mercier, dans son bonnet de nuit, pourra dire que pendant, je le cite, le règne de la nuit, il y a une plus grande somme de bonheur répandue sur Terre, c'est parce qu'à la Renaissance se produit aussi une renaissance de la nuit, une mutation profonde à la perception du nocturne. La nuit est alors un temps à la fois de jouissance et de risque,
une expérience hors norme et en même temps assez paradoxale. Cette promesse pointe déjà latente, mais pas tant que ça, dans cette allégorie de la nuit, magnifique gravure de Seban, associée au sommeil, à la contemplation, à l'intériorisation, la nuit s'expose, la nuit personnification, s'expose dans l'abandon et expose ostensiblement le plus intime de son corps allégorique et féminin, à la fois lieu originel, fantasme et promesse. Dans cette image prend forme un bouleversement que connaît la nuit et la notion de nocturne à la Renaissance. La nuit perd de sa féroce et de son mystère et devient l'accès au plaisir, aux excès, ce que la citation d'Ovide sur le fronton du lit rappelle bien. Ni la nuit, ni l'amour, ni le vin n'engagent à la modération. La nuit ne connaît point la honte, l'amour et le vin ne connaissent point la crainte. Alors, au moins deux, à mon sens, mais vous pourrez me contredire, sont les leviers de cette métamorphose du nocturne à l'époque pré-industrielle. Tout d'abord, l'introduction de l'éclairage vespéral, nocturne, et deuxièmement, l'essor du temps libre, de la notion de temps libre. Je commencerai par ces derniers très brièvement. Donc, au premier point, l'effervescence récréative de la nuit pré-industrielle ne peut se comprendre sans penser également le sort, à partir du XVIe siècle plus ou moins, de la notion de temps libéré, de temps libre, comme nous disons aujourd'hui, fruit d'une idée renouvelée du temps et de son usage. Ça a été étudié par des historiens tels que Peter Burke ou encore Alessandro Arcangeli. Pour les moralistes, toutefois, le temps nocturne, ludique et festif, est un temps dissipé où, disait-il, l'on dérogeait aux devoirs chrétiens et civiques. La nuit est donc ce temps libéré, son craint, parce que foyer potentiel de comportements socialement et économiquement déviants. Sociabilité excessive, débordante, hors norme, redoutable mixité sociale et activités récréatives qui échappent au contrôle politique, juridique, économique, religieux. On bride la nuit, on contrarie ses loisirs, on châtie les noctambules. Il ne s'appelait pas ainsi à ce moment-là. Mais vains efforts répressifs, la nuit continue de danser, jouer, boire, fumer, aimer. Réjouissance et jouissance qui débordent donc les cadres. Second levier de l'essor de la vie nocturne, donc l'éclairage. La nuit, en effet, est une question de lumière. Des études très importantes, celles de Schlievenburg ou de Koslowski, ont montré comment l'éclairage des rues contribue à changer donc la nuit et à engager une métamorphose des modes de vie nocturnes. Pardon, je suis allée trop vite. Non. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, après le coucher du soleil, les villes sont plongées dans l'obscurité ou ponctuées par les quelques lumières qui signalaient les tavernes et les bordels. Se déplacer la nuit dépendait donc d'une figure clé, de deux figures clés de la nuit, qui sont les falots, porteurs de lumière, et des guides. Plus ponctuellement, la ville, la nuit urbaine, était éclairée par les illuminations des rituels civiques ou religieux et, on verra tout de suite après, des fêtes religieuses, des fêtes princières. Donc, et ici, cet éclairage de cette fête des rois, donc dans l'Europe septentrionale. Mais surtout, l'éclairage urbain spectaculaire était lié aux fêtes princières, miraculeuses nuits lumineuses, que les sujets admiraient plus ou moins de loin, et parfois à leurs propres dépenses et au prix de leur vie parfois. Cette expérience indirecte d'une nuit éclairée est le signe d'une séparation profonde, car l'éclairage artificiel lui-même, qui illumine, apaise ou excite l'obscurité, qui en fait un espace-temps de divertissement, est une question sociale et économique.
Élément marquant de la vie des cours européennes, les feux d'artifice, bougies, lampes individuelles, brûlaient des sommes faramineuses des budgets des États. Je vous montre ici 2 feux d'artifice italiens. Le premier donc, date de 1565 et est une fresque donc, qui est à Florence, au Palais de la Seigneurie, et c'est la fête de la Saint-Jean qui est fêtée encore aujourd'hui avec des feux d'artifice extraordinaires. Et donc une fête médicène. L'autre, c'est donc les feux d'artifice du château Saint-Ange, une gravure que vous pouvez voir dans l'exposition, donc quelques pas de là. S'il y a eu une renaissance de la nuit, c'est aussi parce que le pouvoir, à un certain moment, prenne à bras le corps la question de l'éclairage public. Donc, commençons par Paris. 1524, les propriétaires des maisons sont tenus de disposer des lanternes à chandelles devant leurs fenêtres pendant la nuit. Il ne s'agit pas d'un éclairage public voulu par les pouvoirs des rues, mais plutôt de signaler la position des maisons et de structurer visuellement la ville donc nocturne pendant la nuit. On doit attendre donc Louis XIV en 1667 pour voir s'installer des lanternes améliorées dans presque toutes d'abord, les rues parisiennes. 6500 lanternes fixes éclairent la ville et ses faubourgs, puis progressivement tous les royaumes. C'est moins pour le confort des sujets, je souligne, que pour mieux contrôler et sécuriser l'État. Et ici, on a une rare représentation qui constitue le moment de l'allumage. Le métier d'allumeur était de l'origine très souvent un métier féminin. Il a été payé très peu et donc c'était surtout les femmes qui s'y attelaient. L'allumeuse, si j'ose dire, il y en aura d'autres dans cette conférence, d'un autre genre, avec un enfant, elle est avec un enfant qui lui passe la chandelle et est aidée par un homme que vous voyez plus à droite, contre le mur, qui descend cette lanterne à sa hauteur. Et cette féminisation du métier d'allumeur arrive jusqu'au XIXe siècle avec donc cette photo de 1917 des femmes Beck-Hauer. Je ne connaissais pas cette profession, mais qui a duré jusqu'à l'installation complète de l'électricité dans tous les foyers et toutes les rues parisiennes, donc plus avant qu'apparemment 1917. Progressivement, l'Europe entière s'illumine. Amsterdam en 1669, Hambourg 73, Turin, Berlin, Londres et Leipzig. Mais Amsterdam est la première à se doter de lanternes à réverbères, donc qui ont un pouvoir éclairant très puissant. La nuit éclairée va satisfaire les besoins politiques des États baroques et engendre aussi, et c'est ça qui nous intéresse, l'expansion du temps et de l'espace. Ce qui fait dire à Friedrich Baruch, dans son journal Journal des Luxus und der Moden, journal du luxe et de la mode, en 1786, la nature semble originellement avoir fait la nuit pour le repos et le sommeil, mais les raffinements de la vie sociale, et avec elle les arts, ont instauré un tout nouvel ordre des choses. Cela entraîne que les différentes formes de plaisir, divertissement et spectacle vont se prolonger dans la nuit, amplifiant ainsi et diversifiant les ludiques nocturnes urbains. Outre les tavernes, bordels et autres auberges, que parfois sont une seule et même chose, jusqu'au XVIIe siècle, les villes se dotent donc de commerces dédiés donc au divertissement ou au plaisir, au temps libre, répondant à l'essor donc d'une nouvelle demande récréative de tout à chacun. Ici, par exemple, vous avez l'image d'une coffee house à Londres. Évidemment, c'est difficile à dire si c'est la nuit ou pas, mais je voulais simplement vous montrer cette différenciation de l'offre, donc de sociabilité et divertissement. Et
on parie à Londres, déjà, on joue, on expose des tableaux, on boit du café, mais il y a aussi des salles de concert, des salles de jeux, des Vauxhall, des cabarets, des cirques, des espaces de consommation de nouveautés, donc au XVIIe siècle, tels que le café, le thé, le tabac, mais aussi des marchandises plus communes, plus familières, telles que la marchandise, entre guillemets, comme la musique ou la danse. Alors, l'autre point, l'autre question qu'on s'était posée, c'est qui sont les noctambules qui n'étaient pas appelés noctambules. On les appelait les coureurs de nuit. Cette métamorphose de la vie nocturne est, je l'ai dit, une question sociale. Qui fait la nuit? Est-elle elle-même égale pour tous? On parle de la même chose pour tout le monde? Dans son tableau de Paris, Mercier définit les noctambules comme coureurs de nuit et batteurs de boulevard, appartenant à une jeunesse qui cherche la liberté donc, et la nouveauté, glissant du spectacle à l'ivresse des bals et des tavernes, de l'excitation des tables des jeux aux amours éphémères et tarifés. Et là, exactement au même moment, je vous lis un passage de la lettre sur les spectacles de Charles Després de Boissy. Donc, nos jeunes coureurs de spectacles ne sont occupés qu'à y rencontrer leur dulcinée. Ces jeunes sujets sont devenus des citoyens inutiles. Ça rappelle les discours de 68, je dirais. Donc, inutiles ou dangereux, immolés à l'oisiveté ou au libertinage, que pour avoir été respiré cet air de frivolité et de corruption qui pervertit les jugements. Hédoniste avant la lettre, le coureur de nuit existe bel et bien avant Mercier ou de Boissy. Son portrait robot est un jeune homme, un homme surtout, jeune, étudiant et bourgeois, et donc très souvent célibataire. Cette caractéristique doit être aussi mise en relation avec la condition de la femme et l'accès à la nuit des femmes à l'époque pré-industrielle. Et donc aussi la prolifération dans certaines villes, et pour le XVIe et XVIIe siècle, les capitales du sexe n'est pas Paris encore, mais c'est Rome et Amsterdam. Donc ce jeune homme, le coureur de nuit, se plaît à s'encanailler en se mêlant avec d'autres habitués de la nuit, badauds, prostituées, malfrats des bas-fonds des villes européennes, qui, eux, tout en s'amusant peut-être, ils travaillent, c'est les travailleurs de la nuit. Ou du moins, ils ne sont pas là pour leur temps libre. Ainsi, depuis toujours, la sociabilité nocturne est les lieux d'un frôlement entre les sphères sociales et parfois même d'un brassage. On le verra tout à l'heure dans le premier extrait le premier film qu'on verra dans quelques minutes. Parmi ces noctambules prémodernes, c'est des scènes figurant des joueurs anonymes, une production sérielle qui se développe en Italie d'abord, puis aux Pays-Bas, entre 16e et 17e, scènes d'intérieur, avec parties de cartes, tric-trac et autres jeux d'hasard, donc tout ce jeu est condamné, que l'on joue donc dans les tavernes principalement. Avec les tricheurs de 1594, Caravage donne de ce thème une interprétation d'une richesse exceptionnelle qui engendra, dans l'Europe du XVIIe, la diffusion d'un motif devenu scène de genre, comme on peut le voir dans ce tableau de Paolini. Les éléments constants dans cette production, cette large diffusion d'images, c'est, encore une fois, la mixité sociale, les jeux avec des mises, donc, et le hasard du jeu, condamné par les institutions judiciaires comme par les institutions religieuses, la présence du tricheur et de son complice qui berne un jeune homme bourgeois et crédule.
le vin, autre élément essentiel, le vin ou la bière dans le Nord et les femmes aguicheuses. Et également la musique, on verra tout à l'heure. La musique, en effet, est un élément indissociable de la vie et des plaisirs nocturnes. On le voit ici, dans cette autre partie de carte, donc de Rutilio Manetti, où, dans cette nuit éclairée par une bougie, le centre de cette composition est non pas tant les jeux ou les relations, l'intrigue qui se passe dans cette scène, mais cette musique qui est une musique dont les instruments eux-mêmes, par leur connotation iconographique qui devient plus ou moins stable à travers les siècles et les ères culturelles, parlent de sensualité, de frôlement et de plaisir. La guitare en Italie, le luth dans le Nord en particulier. Si l'on joue souvent de la musique ou aux cartes, moins fréquente est la représentation de la danse si l'on exclut les genres des fêtes paysannes, par exemple, qui ne sont presque jamais représentés la nuit, ou toute une série, une production qui normalise la danse, donc des gravures pour apprendre à danser. On a un magnifique programme sur la question de la chorégraphie, ici même à l'INHA. Là, je tente, donc, avec cette gravure, je tente une vision et une lecture, mais avec écoute de musique contemporaine qui entraînait à cette danse collective. Alors, tout d'abord, un mot, ce n'est pas une salle de danse, c'est un bordel. Davantage qu'un auberge tout simple. Il y a des marqueurs extrêmement explicites, tels que le lit au fond, à gauche, en haut, la cheminée avec les chaufferettes tout autour, qui sont des marqueurs des scènes de bordel dans la peinture nordique, etc., etc. Je vous fais entendre donc, pendant une petite minute, cette musique entraînante qu'on pouvait jouer. Il s'agit donc d'un morceau d'Anonyme du XVIe, ça s'appelle Tourdion, Quand je bois du vin clairet. Clairet, pardon. Rapide, légère, sautée, comme on peut le voir ici, qui est rythmée, et avec un rythme qui monte, c'est d'une progression, et qui peut être très entraînante et presque hypnotisante. Et ils traînent les corps, j'arrête la musique, il entraîne le corps dans des états où ces mêmes corps se frôlent, s'enlacent, communient de manière profane, au cérémonial hédoniste des plaisirs de la chair, entre autres. Voilà. Les instruments eux-mêmes qui sont représentés, comme je vous le disais tout à l'heure, ne le sont pas de manière documentaire. Ces images ne disent rien de la réalité effective de la chose. Ce sont des représentations et donc transmettent des imaginaires complexes, extrêmement complexes. Et ils font, comme je vous disais tout à l'heure, donc référence, des marqueurs et des indices allusifs à la sensualité, aux deux sexes. La guitare et le luth sont, comme je vous le disais tout à l'heure, deux éléments déterminants. Dans cette autre gravure qui est tirée, je vous montrerai après, d'une peinture perdue, on a donc le monde du bordel avec la maquerelle qui est en train d'organiser avec l'une de ses filles une mascarade qui rentre, un banquet, et ça montre bien qu'est-ce que c'était ce genre de lieu festif qui comprenait plusieurs choses. Il ne faut pas simplement le penser comme une maison close, comme elles seront plus tard.
on y mangeait, on y jouait de la musique, on y dansait, et aussi on y buvait énormément, et aussi on pouvait trouver le plaisir charnel, rencontrer et profiter donc de l'occasion du sexe tarifé. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette gravure, je voulais simplement m'arrêter 2 secondes, c'est que dans cette salle assez monumentale, avec statues et eau de Vénus, bien évidemment, et une architecture très solennelle, il y a 2 inscriptions là-haut qui sont tirées de l'Ancien Testament, mais c'est comme tirer une phrase de son contexte. Et justement, ces 2 passages qui viennent du livre des sagesses disent « Venez donc, jouissons des biens présents, hâtons-nous d'user des créatures pendant que nous sommes jeunes. Que nul ne se dispense de prendre part à notre débauche, laissons partout les marques de notre réjouissance. » Et c'est simplement dans le cadre, dans la partie basse, que l'on retrouve, que l'on va moraliser l'image. On va la moraliser dans l'invention de cette composition, ou après, ça je ne saurais pas le dire, où l'on lit, un vers de l'Ecclésiaste, « Le vin et les femmes font tomber même les sages, celui qui se joint aux prostituées perd toute honte. » Intéressant est également que dans la copie peinte de l'original, tout cet environnement devient plus sobre, on va dire, moins solennel, mais à l'arrière-plan, le but de la finalité de ces lieux, c'est-à-dire l'amour et le plaisir, est représenté par les tableaux qui sont accrochés et qui se réfèrent précisément à des amours des dieux, en particulier le tableau central. C'est un tableau qui représente Mars et Vénus, inspiré beaucoup d'un Mars et Vénus de Titien. D'autres danses pouvaient être spectaculaires et engager des personnages du carnaval dans les fêtes en particulier, des personnages qui faisaient des acrobaties, des danses acrobatiques comme les mataccinate ou encore donc la danza della ascia, qui est une danse du XVIIe, je vous fais entendre très brièvement. Par l'écoute, je voulais aussi dire, c'est que la manière de produire une musique à danser entraînait aussi le corps avec la boisson et les stimuli aussi sensoriels, sensuels, à une sorte de transe, à une sorte d'excitation des sens et d'état d'altération corporelle sur lesquels je vais m'attarder tout à l'heure, en laissant la parole à d'autres danses plus tardives. Je vais étendre. Voilà. Alors, on fait un petit transfert. Oui. Pardon, nous avons des techniciens aussi. Polyvalent. Presque. Presque. Et le câble. Hop. Donc, Antonella parlait de la danse, et je vais vous entraîner grâce à Max Ophuls, dans un film de 1952, au Palais de la Danse. C'est une adaptation que Max Ophuls fait de 3 nouvelles de Maupassant. Son film s'appelle Le Plaisir. Et je montrais le tout début du film, qui est aussi le début de l'adaptation de cette première nouvelle qui s'appelle Le Masque, où nous nous retrouvons donc au Palais de la Danse, au cœur de ce Paris
noctambule de ce Paris festif. Il faut éteindre, enfin, baisser bien les lumières, voilà, même continuer. Là, il faut éteindre. Ce soir-là, au Palais de la Danse. Le formidable appel de l'orchestre, éclatant comme un orage de musique, crevait les murs et le toit, se répandait sur le quartier. La foule entrait comme l'eau dans une vanne d'écluse. Et les habitués du lieu s'en venaient des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu crapuleux, frotté de débauche. C'étaient des employés, des souteneurs, des filles surtout des filles. Des filles de tout drap, depuis le coton vulgaire jusqu'à la plus fine batiste. Des filles riches, vieilles et diamantées qui couraient après leur jeunesse. Et des filles pauvres de 16 ans, pleines d'envie de faire la fête, d'être aux hommes, de dépenser de l'argent. Des habits noirs, élégants, en quête de chair fraîche, de primeurs déflorées mais savoureuses, rôdaient dans cette foule échauffée, cherchaient, semblaient flairer. Approchez, mesdames et messieurs, entrez, ici au fond. Au milieu de cette foule apparut un homme maigre, vêtu en gomme. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charmant jeune homme des gravures de mode. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le grand danseur de Paris, monsieur Amboise. Avec un effort convaincu mais maladroit. Il semblait rouillé à côté des autres en essayant d'imiter leur gambade. Il avait l'air perclus, lourd comme un roquet jouant avec des lévriers. Tu danses bien, toi. Comment t'appelles-tu? Trousse. Toi, tu es belle. Musique. Eh ben mes enfants, allez maestro, l'arrêtez pas, voyons. Musique. Je sais rien, ça. Par ici. Il va pas mourir au moins. Mais non, c'est pas comment on évanouit. Je vais m'occuper de tout ça, moi. On a besoin de vous, docteur. Un accident. Là-haut, à gauche. L'escalier là-haut. Vous êtes médecin, monsieur? Je ne suis pas venu ici pour... Mais vous n'avez que la salle à traverser, docteur. Justement. C'est un danseur qui a eu une syncope sur la piste. Là. Bonsoir, docteur. Vous ne me reconnaissez pas. L'hiver dernier, à Nice, au Veglione, Oui, nous avons dansé ensemble. oui, je me rappelle. Et puis la foule nous a séparés.
Ah, ben cette fois, elle ne nous séparera pas. Venez. Je suis ravi de vous avoir rencontré, vous êtes ravissante. Venez, asseyez-vous ici, bien attendez-moi. Vous avez soif? Georges, du champagne, je reviens tout de suite. Je ne peux pas, enfin... Oh non, moi de chance avec les balles. Donc, ce qui va m'intéresser ici, alors, oui, ça doit marcher, c'est peut-être moins l'anecdote du masque que l'ambiance festive de ce palais de la danse. Encore que vous avez évidemment remarqué, c'est tout l'éclat de la mise en scène d'Ophuls, l'anecdote, le malaise du masque permet de visiter dans ces détails, ces moindres détails, l'ambiance festive de ce palais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une mondanité nocturne, je dirais, de parade, où l'on se montre, où l'on regarde aussi, pulsion scopique qui forme en elle-même le principal spectacle à voir. Jouir dans la nuit, dans cette nuit si intensément éclairée, de voir et d'être vu, qui concerne, et comme le dit si bien Maupassant, relayé ici par la voix légèrement un peu ironique et surplombante, mais en même temps qui parvient à décrire dans le moindre détail la voix de Claude Dauphin, qui concerne toute la société. Et le plaisir nocturne, je dirais Belle Époque, à la fin du XIXe siècle, est incomparable. Les Parisiens ne vivent pas un bouleversement de la nature de la nuit. Antonella l'a très bien montré. Beaucoup de motifs traversent les temps. Mais ce que vivent les Parisiens à ce moment du Palais de la Danse, c'est une sorte d'accroissement presque indécent de son intensité nocturne. Voici le temps... et qui correspond à un moment d'histoire, un moment technique aussi, d'une forme d'électrisation de la nuit, qui la métamorphose en un système industriel de fascination, de consommation et de jouissance. Ce Paris délire, pour reprendre le titre d'un périodique très célèbre à l'époque, qui s'amuse, danse, séduit, aime et chante au Palais de la Danse, est une réalité aussi bien politique qu'esthétique, sociétale. Je rappellerai encore cette sorte de jouissance qui gagne tous les étages de la société, des hommes et des femmes, autant qu'architecturale. C'est ici évidemment souligné de façon très très intéressante par Ophuls, picturale et artiste, qui impulse une nouvelle densité à la nuit urbaine. Pour mieux sentir cette odeur particulière de la nuit parisienne, je voulais relire un auteur oublié qui s'appelle Edmondo de Amicis et ses Souvenirs de Paris, livre à succès des années 1880, qui semble décrire la séquence que nous venons de voir avec une sorte de vérité prophétique. Je cite : « Il faut marcher en zigzag, repoussant doucement les coudes et les ventres dans une forêt de chapeaux noirs, de pardessus, de jupes, de grands gilets ouverts et de chemises brodées, prenant garde sans cesse aux pieds et aux queues, au milieu d'un murmure sourd, diffus, d'où se détachent les détonations des bouteilles qu'on débouche. Ce n'est plus un va-et-vient, ce n'est plus une danse, c'est un bouillonnement, une agitation fébrile, comme si, sous le sol, brûlait une fournaise immense. C'est une fête fatigante, un repos qui a l'air d'un travail. On dirait que tous ont la terreur de ne pas arriver à temps pour prendre place au grand festin. De minute en minute, le spectacle se ravive, tout est bruyant comme des usines, tout s'agite, se met en mouvement continuel et frémit dans cette illumination nocturne. Un je ne sais quoi de voluptueux plane dans l'air,
pendant que la nuit parisienne chargée des folies et des péchés prépare ses embûches fameuses. C'est là, vraiment, le moment où la grande ville s'empare de vous et vous subjugue, fussiez-vous l'homme le plus austère de la terre. La ville même et son tissu et sa substance est saisie au feu du plaisir de la fête nocturne, comme si l'urbanité diurne se trouvait, la nuit venue, transformée en un autre Paris, donc dont ce palais de la danse serait comme un emblème, radicalement métamorphosé. Jamais aussi nombreux, d'ailleurs, n'ont été les Parisiens et les touristes en goguette venant de France et du monde entier pour profiter du Paris by Night, à pouvoir s'exclamer, comme Maupassant, donc l'auteur de ces nouvelles adaptées par Max Ophuls dans Le Plaisir, je cite « J'aime la nuit avec passion, je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille et je m'anime. » La nuit ouvre à Paris donc des possibles innombrables. Cette énergie qu'on sent dans l'extrait du Plaisir active les convives jusqu'au matin, comparable au courant électrique qui, instantanément et invariablement, allume les lumières de Paris, ce que un auteur connu à ce moment-là, Jules Claretie, résume dans La vie à Paris d'une formule saisissante. La lumière électrique deviendra quelque chose comme l'alcoolisme de la rétine. Cette lumière et cette vitesse, ce mouvement presque continuel, qu'il ne faut surtout pas interrompre, même l'anecdote, même le masque, même le malaise ne parviennent pas à interrompre ce mouvement, cette énergie de la nuit, radicalise la modernité de la nuit, qui acquiert une cadence sans temps mort et une omnivision. Paris la nuit n'est plus une ville, c'est un monde qui bouge, qui regarde, qui se représente, qui se déplace selon une puissance et une permanence inédites. La nuit, donc, on le sent dans cet extrait, est une sorte de passion belle époque, et ces lieux comme le Palais de la Danse, que vous avez vu ici, qui n'a pas existé, est une sorte de synthèse, en fait, de l'Élysée-Montmartre, du Moulin Rouge et de l'Alcazar. Donc ces lieux emblématisés par le Palais de la Danse en sont en quelque sorte les temples de la nuit belle époque, sans cesse en mouvement. Je passe à Rome à nouveau pour parler des ivresses artistiques, des nuits d'artistes. La culture visuelle de l'Italie du XVIIe associe les sujets musicaux à la culture populaire, à la taverne, avec le vin, la musique, le tabac, le sexe, peuplée de personnages troubles et très souvent de jeunes artistes étrangers. Alors Rome, mais on pourrait dire peut-être la même chose d'autres villes, Londres ou Amsterdam, à cette même époque. Rome est une métropole cosmopolite, une démographie dense, faite d'immigration nationale et internationale, si j'ose dire pour cette époque, c'est-à-dire péninsulaire et européenne, avec, encore une fois, un pourcentage énorme de jeunes hommes et d'artistes très jeunes qui viennent à Rome pour apprendre, mais également pour profiter de la vie nocturne romaine. Et la vie nocturne devient, pour certains, un mode de vie en soi. Alors, je cite, j'ai une petite citation de Karel van Mander, qui dans son livre des peintres, donc de 1604, dit « Je vous inciterais bien à y aller à Rome, si je ne craignais pas que vous ne vous y pervertissiez. Car si Rome est la ville qui, entre toutes, pourrait rendre le voyage d'un artiste fructueux, en sa qualité de capitale des écoles de peinture, elle est aussi les lieux où les dépensiers et les fils prodigues, c'est-à-dire les jeunes bourgeois, dilapident ce qu'ils possèdent. Réfléchissez bien avant d'autoriser un jeune à faire ce voyage. » Rome est un lieu,
dangereux, mais dans la culture dans cette culture de la nuit, un rôle particulier a sans doute le vin qui va, pour un groupe de peintres, entretenir et exacerber cette allégresse. Nulle part ailleurs que dans les scènes de vie nocturne romaines, le vin joue un rôle aussi important que dans les pratiques et les représentations de Bentvueghels. Donc, ces jeunes peintres qui, on estime, avoir entre 20 et 24 ans lorsqu'ils arrivent à Rome au début du nord de l'Europe, d'Utrecht en particulier, autour de 1620, et qui se réunissent en bande. Ce n'est pas des organisations, ce n'est pas des corporations, c'est une bande, d'où leur nom, oiseaux de bande ou bande d'oiseaux. Oiseaux nocturnes, ces artistes faisaient parler d'eux, non seulement pour leur peinture, qui était inspirée de différentes sources, de Caravage notamment, mais qui était souvent considérée comme scabreuses, mais surtout aussi, ils étaient célèbres pour leurs mœurs, leurs provocations à excès irrévérencieux, et aussi leurs actions. Actions marquant une forme de subversion joyeuse, politique et artistique. Les archives romaines regorgent de leurs entreprises criminelles, entre guillemets. La plus célèbre est l'une des plus célèbres est celle qui raconte justement, qui témoigne d'une procession très pieuse, la fête du Saint-Sacrement, lors de la fête Dieu, donc consacrée au corps et au sang du Christ, donc très sérieuse, où le Bentvueghel, cette bande, se mêle aux dévots et aux clercs, hisse, en la vénérant de manière extrêmement excessive, une statue du Bacchus, faisant partir en même temps pétards et autres feux d'artifice. Ces incursions, ces actions subversives, toujours entre le burlesque et le parodique, étaient récurrentes et menaient très souvent le Bentvueghel, ou certains d'entre eux, dans les prisons romaines. Ici, nous avons donc un dessin qui est à Berlin, qui est extrêmement précieux pour la connaissance de ce groupe d'artistes dont on sait beaucoup de choses et pas beaucoup en même temps. Ils sont dans une taverne, sans doute, ils boivent, ils sont en train de discuter de manière très animée, de s'agiter déjà, pris par les boissons, de jouer au tric-trac, encore une fois, et également de couvrir la paroi de graffitis qui sont à la fois des caricatures, des autoportraits à chargés d'une certaine manière, et aussi de se moquer du diable, de la mort. Ils couvrent donc, ils me font, ces parois pleines de graffitis me font penser souvent à cette habitude que naturellement les jeunes gens ont de laisser des traces de leur, on va dire, de leur divertissement, de leur pensée, de leur délire parfois sur les murs souvent des lieux publics. Parmi ces artistes et fêtards, donc, on l'a vu, Peter Fandler et son frère Roland. Et c'est lors de l'une de ces réunions que représente Roland dans ce tableau célèbre, par ailleurs, qui est à Rome, où l'on voit des jeunes gens, deux seules femmes, qui sont réunies, encore une fois, dans une taverne la nuit, au centre de laquelle est dressée une table sur laquelle on festoie, on chante, on boit, on fume, on fait une pyramide humaine surmontée par une femme qui, un verre dans chaque main, tient un pichet de vin en équilibre sur la tête. On peut la voir plus en détail, voilà, ici. À la base de cette pyramide, qui déjà, c'est une parodie d'une acrobatie qu'on faisait lors de certaines fêtes rituelles religieuses, les forze d'Ercole, on les appelait à l'Italie. Donc, à la base de cette pyramide, un jeune homme boit dans un pot à 2 anses, un objet inhabituel, un objet habituel, mais habituel surtout dans les charivari septentrionaux.
Il servait certes à boire de la bière, mais on en faisait aussi un instrument à percussion, c'est qu'on appelle le rommelpot, joué par on va dire les marginaux, les vagabonds et les mendiants. Les pots en terre cuite étaient remplis de vin et de bière, étaient fermés par une vessie de porc, bien entendu, et en y perçant un trou, on introduisait un bâtonnet que l'on bougeait de différentes manières en faisant résonner et la membrane et la bière qui était à l'intérieur. Ces sons bruts et rustiques, volontairement adaptés, on va dire, à la manière de festoyer de cette bande de jeunes, et accompagnés par la musique produite à droite, vous pouvez le voir, par un violoneux et un guitariste qui sont perchés, littéralement et métaphoriquement, sur une haute échelle. Dans les graffitis inscrits sur le mur, on tient non seulement, on note plusieurs choses que je vous décrirai, mais on note les 40 bouteilles d'alcool consommées. Et le personnage à l'extrême droite, il marque la 40e. L'on exhorte au divertissement et on acclame les membres de la compagnie, Nuto, Giulietta, Perrin, etc. Et en ce qui concerne la musique, on a deux portées qui sont donc marquées sur la partie gauche du mur avec les paroles. L'une est un canon à 3 voix chantant la folie sans remède, qui nasce matto non guarisce mai, non guarisce mai, donc qui n'est fou, jamais il ne guérira, tandis que l'autre est une forme chantée et rythmée, une sorte d'onomatopée du son du rommelpot, et qui fait écho à ce geste et à cette pyramide, à la base de cette pyramide humaine, avec ces jeunes hommes aux peaux intercuites. La fête rappelle les rites d'initiation des Bandvögels qui duraient au moins 24 heures à boire, manger, chanter, fumer, et qui ne se terminait qu'au moment d'une longue procession qui allait jusqu'au mausolée de Santa Costanza pour que les artistes de cette bande rendent hommage au sarcophage de Bacchus, divinité tutélaire justement des Bandvögels. Ceci est rappelé par ailleurs par les graffitis où l'on lit, ici exactement, Chi non vuol Bacco Venere non può sciodier. C'est lui, donc c'est une erreur évidemment d'italien, parce qu'ils étaient tous étrangers. C'est lui qui ne veut pas de Bacchus, ne peut point chauffer Vénus. Donc, ce qui est, on va dire, une constante dans la production de ce tableau de taverne, mais aussi dans la littérature qui va avec, et dans les textes des chansons à boire, par exemple, c'est-à-dire que sans l'alcool, pas de sexe. Et cet état d'excitation que donne la musique, que donne l'alcool, donc, pousse à une sorte de jouissance totale, qui est aussi une forme de vie, est une sorte de provocation aux structures aussi, de provocation joyeuse, aux structures académiques qui se formaient à Rome et qui, d'une certaine manière, brider la liberté créatrice. Je montre très rapidement ici les 3 gravures qui sont de Matisse Paul, qui font partie des collections d'Elie Nacha et qui montrent donc les 3 phases de ces rituels d'initiation, ces rituels qui permettaient à un peintre d'entrer donc dans cette bande. Donc la première, vous voyez, c'est une parodie religieuse au centre de laquelle vous voyez Bacchus, qui reçoit donc le peintre qui veut entrer dans cette bande, et pour tout autel, l'un des autres peintres se penche. Les cierges, vous le voyez bien, il est dans une position, donc il est fiché dans les derrières de ce peintre, et on célèbre un véritable baptême profane et artistique, délirant et parodique, et surtout risible et jouissif. La suite de cette série, c'est le moment où
on donne l'admission, on va dire, on confirme l'admission du peintre que l'on voit agenouillé, encore une fois avec ce cérémonial qui est emprunté au rituel religieux. Et l'on voit encore à l'arrière-plan ces graffitis qui sont des autoportraits caricaturés, mais aussi des figures assez blasphématoires, comme dans cette niche, donc une figure, la main ouverte, avec comme une sorte de stigmate, donc un saint parodié, tandis qu'à l'arrière-plan, la fête commence, la boisson coule à flot, on commence à danser. Et là, la troisième gravure montre la fête qui succède à ces rituels d'intronisation et d'adhésion, avec on mange, on boit et on commence à se chauffer. Derrière, il y a la rixe qui commence, rixe dont on a à plusieurs témoignages. Donc, ces réjouissances artistiques ont une portée politique importante, ont une portée subversive, et une fois ces artistes revenus dans le nord de l'Europe, aux Pays-Bas, ils apportent avec eux aussi un certain nombre d'imaginaires des nuits romaines. Et sur ces ivresses artistiques et musicales, je donne la parole, tout en me débranchant, à Antoine pour d'autres ivresses artistiques et musicales plus parisiennes. Ah non. Oui, nous allons retrouver, ce sont des échos comme ça d'un moment à un autre, d'une nuit à l'autre, une bande, hein, vous allez le voir, et puis ces lieux qu'on peut définir comme un des lieux favoris de la nuit, que sont les caves. Et donc là, je vais vous montrer un extrait du Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, 1949, qui se passe donc dans une cave célèbre à l'époque, le Lorientais. Oui, dans la salle pour l'orchestre. Oh bah je peux toujours attendre. Tu gardes. Allez, viens. Salut, salut quoi? Rien de nouveau? Pas encore, mais bientôt. T'as confiance? Oui.
Au fait, tu leur as dit? Non. Si vous devez me téléphoner, appelez-moi chez Frédéric, j'ai foutu le camp de chez mon père. Non, sans blague. Oui, vous en faites pas. Alors, t'en as assez? Oui. Viens par là, tu seras mieux. Oh, c'est malin. Papa, t'es pas morte, non? Oh non, mais ma robe, si tu crois que c'est drôle. Heureusement qu'on dîne pas, j'aurais été belle. Comment on dîne pas? Oh, je peux pas, mon chou. On lit la pièce de François. Ce soir? Ouais. Mon apéro. Donc, cette légende de Saint-Germain est née dès l'après-guerre, et la cave, vous le savez, en est immédiatement l'emblème, ce dont témoigne Jacques Becker en une chronique nocturne qui vire au document brut, au documentaire même, sur cette étrange tribu des caves, ce jeune peuple des caves, comme on a pu les appeler dans la presse de l'époque. Il s'agit vraiment d'un document au sens, évidemment, où tous les danseurs que vous avez vus, les 4 couples de danseurs sont, et l'orchestre de Claude Luther et de Rex Stewart, dans lequel a été intégré Maurice Ronet, le jeune acteur qui fait la paire avec Daniel Gélin, l'autre personnage central du film. Ils sont entourés... c'est difficile de dire qu'ils sont simplement intégrés dans un milieu festif qui est celui de la cave, en l'occurrence les Lorientais, puisqu'ils font eux-mêmes partie, Ronet et Gélin, de ce milieu. Donc, mais tout le projet de Becker, enfin en tout cas une bonne partie du projet de Becker sur l'illustration de cette ambiance festive de la jeunesse, est vraiment de type documentaire. La manière dont le film cadre comme ça, de façon très précise, la danse et les mouvements, et puis donc il utilise tout simplement les 4 principaux couples danseurs très célèbres à l'époque, des Lorientais, chez les hommes Paul Villet, Georges Say, Jean-Louis Alibert et Albert Malbert, et chez les femmes on peut les reconnaître, elles sont d'ailleurs remerciées au générique, Louisa Colpane, Simone Jarnac, Yvonne Ima et Yvette Lucas. Daniel Gélin, que vous avez reconnu, jeune acteur débutant, avec Maurice Ronet intégré dans l'orchestre de Claude Luther, qui débute donc dans ce film phare de l'esprit nocturne germano-pratin, témoigne de cet esprit. C'était une des caractéristiques, dit-il dans ses mémoires, de l'ambiance du quartier. Nous étions dans une cave, réunis par le plus léger des hasards, des garçons de milieux et d'opinions parfois complètement opposés, mais cela n'avait aucune importance, toutes les barrières étaient abolies, et le dialogue restait parfaitement possible, sans heurts, sans haine, et pouvait se poursuivre toute la nuit, sans que la moindre mauvaise humeur ne vienne entacher l'atmosphère. La seule chose de rigueur était la tolérance. Donc voici le portrait des fêtards des Lorientais, héritiers directs des Azous, qu'on nomme à l'époque rat de cave, oiseaux de nuit, ou plus encore existentialistes, même s'ils n'ont pas souvent ouvert l'être et le néant avant d'aller danser. Samedi soir, le journal un peu populaire de l'époque en donne un signalement sommaire, je cite, « Chevelure en broussailles, retombant en boucle sur le front, chemise à rayures ouvertes jusqu'au nombril, hiver comme été, chaussettes de couleur vive, arrêt horizontal multicolore chez les garçons, chevelure tombant droit sur la poitrine, dans les poches de son pantalon, quelques souris blanches apprivoisées. L'usage du phare est rigoureusement interdit chez les filles. » Ainsi, l'existentialiste, pour la presse à sensation, se définit davantage par ses nuits que par sa pensée. C'est assez injuste car cette jeunesse en rupture attire bon nombre d'écrivains,
musiciens, on l'a dit, d'artistes, d'avant-garde aussi, que ce soit des lettristes, les abstraits géométriques, les abstraits lyriques, les figuratifs. De plus, c'est une jeunesse très politisée, née de l'immense espérance placée dans la libération, bientôt assez largement désenchantée. Il reste, et on l'a entendu, la musique, le jazz et la danse qui apparaissent comme les vrais ferments de la nuit germano-pratine. Celle-ci n'est pas concevable sans le jazz. À la Libération, le jazz est davantage qu'une musique, il est le symbole de la liberté retrouvée et fonde sur cette joie la fête germano-pratine et plus généralement celle de la jeunesse. Le quartier latin dans son ensemble swing la nuit venue, sous l'impulsion de nouvelles têtes comme Claude Luther, que vous avez vu ici, le jazz imprime ses rythmes à la vie nocturne. Alors, le projet de Becker, c'est d'abord d'occuper ces lieux. Alors, il y en a plusieurs dans le film, mais en tout cas, le lieu de la nuit, c'est évidemment la cave, où l'on se presse debout les uns contre les autres, cet sentiment d'étouffement, presque de claustrophobie, que rend très bien le film, et donc filmer la danse comme un rituel très particulier. Pour le définir, outre, disons, la technicité de cette danse qui est relativement donc réservée presque à des spécialistes, à un savoir-faire, ces 4 couples en étant comme la quintessence. Ce qui me frappe, moi, dans cet extrait, c'est filmer la danse comme une sorte de transe, la transe d'une tribu. Et Rendez-vous de juillet, il ne faut pas l'oublier, est un film sur l'ethnologie. L'ethnologie naissante, c'est l'histoire du film, l'histoire de Daniel Gélin, jeune ethnologue qui veut mener une mission chez les Papous, et qui, là encore, je dirais, donne au film et à la nuit sa forme, en quelque sorte. Le filmage, en tout cas, reprend assez largement, je trouve, un film à la Jean Rouch, qui serait comme transposé dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Jean Rouch, qui est une figure dès l'époque, et qui, et d'ailleurs, appartient à ces deux mondes, puisque Jean Rouch, c'est celui qui lance le film ethnographique autour du Niger, en remontant le Niger, mais c'est aussi celui qui va chroniquer dans de nombreux textes cette nuit musicale, festive, dansée, dans un nombreux textes de chroniques qu'il publie à l'époque, soit sous son nom, soit sous pseudonyme. Donc c'est vraiment un documentaire, un film qui est sous influence de Jean Rouch, et la manière de filmer la nuit est très précieuse ici pour son caractère quasiment de document ethnologique sur les caves de Saint-Germain. Alors justement, la transe, je voulais regarder certaines images qu'on ne voit plus. Voilà. Pas nécessairement celle-ci, mais certaines images, donc ces ivresses excessives, parodiques, risibles, qui donnent une image de soi-même assez effrayante parfois, sous un autre point de vue, le point de vue, des paradis artificiels. Peut-on parler de paradis artificiels pour des époques si reculées? Dans toute la production de beaucoup de ces peintres qu'on a vus à Rome, insiste sur la présence d'une mode, celle de fumer la pipe, donc d'utiliser le tabac. Et il faut faire un point sur cette question parce que c'est vraiment un élément omniprésent qu'on interprète très souvent comme étant, notamment quand il y a les pipes brisées par terre, ou comme un élément, les pipes en céramique blanche, comme un memento mori, donc comme une sorte de clin d'œil moralisateur. Ça l'est certainement aussi, mais il m'importait de comprendre qu'est-ce que cette utilisation du tabac et cette mise en image du fumeur pouvait porter avec elle.
Alors, quelques mots pour rappeler que le tabac est importé du Nouveau Monde au milieu du XVIe siècle, et il rentre donc à ce moment même où naît la nuit, on va dire la nuit renaissante, et une totale nouveauté, et devient une habitude, une mode, je dirais. Les manières même de sa consommation deviennent des marqueurs sociaux, car les élites aristocratiques et bourgeoises utilisent des tabacs à priser, et que fumer la pipe est une pratique qu'on associe aux strates basses de la société, urbaine et rurale, et aux marginaux, vagabonds, encore une fois, et prostituées. La question, ce magnifique portrait de Franz Hals, qui montre donc ces jeunes fumeurs en compagnie d'une jeune femme, et une jeune prostituée, derrière probablement le maquerelle. Donc la question n'est pas tant de souligner les formes de consommation et le rôle socio-économique du tabac, produit cher qui devient extrêmement vite monopole d'État, que de souligner les effets, donc c'est pour ça que je pensais à la transe, de ce mélange festif et nocturne entre substances, alcool et tabac. Donc ce tabagisme récréatif, parce qu'on utilisait le tabac à des fins médicales. Donc ce sont tout d'abord, encore une fois, et ce n'est pas étonnant, les jeunes étudiants qui intègrent les premiers cette nouveauté. Puisqu'au début du siècle, les marins et les soldats sont les premiers à fumer la pipe, les tabagismes récréatifs et la consommation excessive d'alcool n'étaient pas simplement un comportement lié au divertissement nocturne, mais aussi un marqueur de virilité pour ces jeunes hommes et une pratique d'une certaine manière subversive, soulignant donc cet encanaillement jouissif des jeunes étudiants bourgeois qui donc s'adonnaient au même excès que les marginaux, le matelot, ou les prostituées buveuses et fumeuses, tous ensemble se réunissant dans des tavernes plus ou moins clandestines. Un témoignage, c'est un navigateur, donc un marin, un Diepois, Pierre des Grignons, un certain Pierre des Grignons, qui écrit en 1525 sa rencontre avec le tabac par l'intermédiaire d'un vieux matelot. Tout en buvant, il a sorti un objet en terre cuite que j'ai pris d'abord pour un écritoire d'écolier. Il a rempli de gros bouts de feuilles brunes, cassés par lui au creux de la main, a buté le feu dessus au moyen d'un briquet, et l'instant d'après, il soufflait de la fumée par la bouche. Il tenait cela des Indiens mexicos. Il appelait cela pétuner. Et il a dit que ce pétunage éclaircit les idées et donne des pensées joyeuses. Donc, déjà, ce n'est pas les mêmes tabacs dont on parle aujourd'hui. Parce qu'en fumant ma cigarette, je n'ai pas nécessairement des pensées joyeuses. À l'époque, donc voilà, j'avoue ma faute. À l'époque pré-industrielle, le tabac à pipe était totalement différent de celui d'aujourd'hui et son action bien plus lourde. Les médecins et botanistes Bodens, dans ce livre des herbes de 1554, écrit que le tabac avait le pouvoir de, shooter, c'est un terme familier et contemporain, shooter les fumeurs, soulageant ses douleurs et ses soucis, atténuant sa faim et sa soif, accentuant l'allégresse, exactement comme pouvait le faire l'abus de vin, ou bien pouvait produire également une forme d'abandon, de sédation, semblable à celle de l'opium. Un demi-siècle plus tard, c'est un botaniste anglais, donc Plater, de dire qu'à Londres, dans les tavernes, ici justement une sorte de taverne à tabac, dans cette frontispice de cet ouvrage, The Smoking Age. Donc, j'en étais où? Dans les tavernes à bière, il dit, on peut se procurer aussi du tabac pour un fanning. On l'allume dans un petit tube, on aspire ou suce la fumée par la bouche, après quoi on doit boire un coup. On utilise le tabac pour le plaisir, en tout lieu, dans les théâtres, les auberges, ils allument la pipe, ça les excite furieusement, ça les rend gais au point que la tête leur tourne comme s'ils étaient saoulés.
En effet, les tabacs originaires du Nouveau Monde avaient un taux de nicotine de près de 18%, ce qui donnait vertige, des sensations physiques de planer, dissociation de corps et d'esprit, tout ça est décrit par les médecins, et donnait des hallucinations, donc paradis artificiel. Pour cette forme d'euphorie, le tabac peut être assimilé donc à d'autres narcotiques et enivrants. Mais je n'ai pas fini jusque-là, parce que jusque-là, je ne fais que parler du tabac, pur et très chargé en nicotine, qui donne ces sensations-là. Or, d'autres herbes pouvaient être utilisées pour couper le tabac, qui était un produit, je vous le disais tout à l'heure, monopole d'État et extrêmement cher. Donc un marqueur social aussi. Dans son merveilleux livre « Le pain sauvage », Piero Camporesi a montré l'usage de nombreuses plantes et herbes folles infestant les champs et les forêts européennes depuis la nuit des temps, et qui étaient connues donc, par les médecins et dans les pratiques thérapeutiques et alimentaires des gens simples. Ces plantes aux vertus hallucinogènes, aphrodisiaques, calmantes ou narcotiques étaient nombreuses. Parmi celles-ci, le chanvre, cultivé notamment dans la plaine du Pô pour faire des cordes, et on a des récits d'hallucinations collectives parce qu'ils ils mélangeaient les graines à leur pain en particulier, mais également la jusquiame noire, la belladonna ou encore les grains de pavot qui, dès le Moyen-Âge, étaient mélangés à la farine dans la confection de pain et d'autres mets, au vin et à la bière, pour en modifier les goûts, mais également pour produire, bien évidemment, des effets spécifiques sur le corps. Ainsi, et pour des raisons tout aussi bien économiques que récréatives, dès son introduction en Europe, le tabac était fumé, pur, mais très souvent aussi coupé de ces plantes locales, gratuites, qui se trouvent au bout des champs, qui étaient, entre autres, hallucinogènes, narcotiques, aphrodisiaques, toutes disponibles donc gratuitement et donc très probablement aussi par les strates de la société les moins, économiquement les moins florissantes. C'est un angle de vue pour penser des scènes de genre, joyeuses compagnies, beuveries, scènes de taverne et autres réjouissances dans l'espace urbain et également rural. On le voit dans ce tableau où, précisément, ce personnage assis par terre, qui a l'air, ce bonnet de fou, on dit presque, il est en train de préparer le tabac, de couper le tabac, peut-être, je ne peux pas l'affirmer dans cette image, mais on voit déjà l'atmosphère des deux fumeurs, cet air un peu béat et un peu bonnet, on peut dire un peu sotte, qu'ils ont en train de fumer. Mais c'est évidemment chez des peintres formidables comme Browers, qui était un de ceux qui ont travaillé à Rome, et Cresbuck, que l'on voit ces tableaux sont probablement des autoportraits, que l'on voit cet effet particulièrement agressif, je dis agressif ou intense, de ce tabac, ou ce tabac mélangé, que sais-je, je ne peux pas le dire, je ne peux qu'avancer l'hypothèse, avec donc cet air effarouché, échevelé du premier, qui tient bien sa bouteille de vin à côté de sa pipe, tandis que l'autre, le regard hagard, souffle sa fumée en faisant des ronds. Dans cette toile, d'autres fumeurs encore Adrien Brouwer, se représente encore une fois lui-même, donc précisément dans une taverne, ce n'est pas la nuit, excusez-moi, mais c'était trop tentant de le mettre, chope de bière à la main, entouré de ses collègues, donc David de Hems et Johan Cossiers, et aussi de gens à l'apparence peu recommandables. Tous boivent et fument immodérément, pipes cassées, paquets de tabac vides au sol, et des papiers de tabac au sol. Les uns apparaissent
précisément surexcités et moqueurs, comme dans les deux portraits précédents, les autres hagards, les regards perdus dans le vide. On dit précisément que ce fut la vie, les fêtes de plaisir excessif, d'alcool, de tabac et de femmes, qui causa la mort de ce peintre extraordinaire à 32 ans. Soit. État d'altération, alcool, pipe, rendant ces nuits festives dans les bas-fonds de l'Europe, bière et vin qui coulent à flot, les pipes brûlent le puissant tabac de l'époque pré-industrielle. Lui aussi, comme la bière et le vin, probablement corrigé, agrémenté d'herbes et de graines narcotiques et hallucinogènes. Paradis artificiel dont on ne peut que suivre les traces incertaines dans les documents d'archives, dans la littérature. Les théâtres anglais du XVIIe en parlent beaucoup de drogue, et les scènes de genre peut-être également. Donc à l'époque, les succès commerciaux et aussi le fait d'une autre reconnaissance de soi, d'un soi risible, parodique, précisément parce que altéré peut-être. Tableau jouant sur l'association d'images visuelles et mentales, sur les jeux de mots, représentation imaginaire dans le ton parodique extrême, l'hyper-érotisation de ces gestuels nocturnes, la symbolique des objets, les pantoufles, la coque de moule, le chien, les pipes, etc. Les festivités excessives font rire, mais d'un rire troublé, presque effrayant. Différemment que la fête du princière, la nuit festive informelle et urbaine apparaît souvent comme une hallucination collective où jeunes gens malfrats, prostituées, ivrognes, goitreux s'offrent des merveilleux délires verts et alcoolisés. Jusqu'à s'y perdre, jusqu'à s'abandonner, comme dans ce magnifique tableau avec lequel je clôt ma série avant de conclure ensemble, d'images, tableau qui fait écho à l'allégorie de la nuit qu'on a vue au début, cette allégorie qui s'expose et expose sa propre origine et promesse de jouissance, tandis que ce tableau, à la fin de ce parcours, montre comment, d'une certaine manière, noctambules et travailleurs de la nuit, parce que c'est aussi de ça dont on parle, vont ainsi de la promesse du plaisir nocturne à leur accomplissement complet, à cet abandon. Donc jusqu'à à ne plus rien comprendre et à s'y abandonner. Eh bien, pour conclure, on va conclure en cinéma avec un extrait d'un film de Pascal Aubier, qui s'appelle, c'est un film assez rare, un court-métrage de 12 minutes. Je ne vous montrerai pas les 12 minutes, peut-être les 4-5 dernières minutes du film. Tenebrae Factae Sunt, qui est un document sur le bus Palladium en 1965, fin de l'année 65. Le film sort avec masculin-féminin, en avant-première de masculin-féminin de Godard en 66, début 66. Et bon, beaucoup de choses que vient d'évoquer Antonella se retrouvent dans le film, dans ce moment de transe, de paradis artificiel, d'énergie, de frénésie aussi, hein, ces êtres frénétiques, chers à Lautréamont et Rimbaud, qui dansent ici comme s'ils étaient partis dans une nuit autonome qui pourrait paraître très lointaine, mais qui possède pourtant la violence et l'urgence de celle qui, en quelque sorte, descendra dans les rues 2 ans plus tard, 2 ans après ce film, pour tenter de faire la révolution en 68. Dans cette rencontre entre la forme du cinéma, vous allez voir que la forme est très présente, et c'est ça qui est toujours intéressant. Comment est-ce que le cinéma peut donner une forme à la nuit, ici, en quelque sorte, en tentant de mimer presque ces états d'hallucination.
Et la musique dansée jerk anglaise se joue une entrée dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de transe nocturne qui débouchera presque forcément sur les nuits politiques du quartier latin 2 ans plus tard. Salut les copains. Bonjour les amis. Mademoiselle Ashtendre. Mademoiselle Ashtendre. Salut les copains. Nous les garçons et les filles. 20 ans. 20 ans. Salut les copains. Bonjour les amis.
questions autrement qu'en discutant dehors, où vous êtes tous invités à prendre un verre. Ça n'est pas encore la nuit, enfin je ne crois pas en tout cas. Dans la rotonde, je ne sais pas où c'est exactement, mais en remontant l'escalier. Merci à vous.